Maintenant que nous avons vu un exemple de plan détaillé, pour l'exemple littéraire, passons au sujet philosophique que je vous rappelle. Est-il difficile de se connaître? Première grande partie, grand 1. Définition et problème. Petit a, définition du moi. Le moi est la notion qui rassemble l'ensemble des activités conscientes d'un sujet. Petit b, définition de connaître. Quand connaître représente une de ces activités de la conscience. Petit c, problème. Comment peut-on avoir une connaissance objective de soi par une opération subjective, une subjectivité par une opération subjective? Et, comme le disait Auguste Comte, on ne peut pas se mettre à la fenêtre pour se regarder passer. Deuxième grande partie, quels sont les moyens d'accès à la connaissance de soi? Petit a, l'introspection. Méthode qui tend à avoir un regard critique sur soi, à accepter et à reconnaître ses défauts, à prendre conscience de son être et de ses relations avec le monde. Les exemples d'introspection célèbres sont par exemple les Confessions d'Augustin ou encore les Essais de Montaigne. Petit b. Nos perceptions, nos sensations nous rendent compte de nous-mêmes et de l'analyse de ce que nous pouvons en faire. Petit c. Il est impossible de connaître autre chose de l'intérieur que soi-même, ce qui nous donne conscience de l'existence du monde et de la liberté de notre être par rapport à celui-ci. Nous pouvons citer par exemple les Confessions de Rousseau ou le travail philosophique de Kierkegaard. Troisième grande partie, impossibilité de la connaissance de soi. Petit a, le caractère subjectif et le filtre de la subjectivité ne garantissent pas la justesse et sont en contradiction avec l'objectivité. Pour le philosophe Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, l'accès à une connaissance objective exige une hétérogénéité, une dissociation entre ce qui organise la connaissance et ce qui doit être connu. Par exemple, pour connaître un vase, je ne dois pas être un vase. Petit b. La psychologie nous montre que beaucoup de choses échappent à notre conscience, la source de nos désirs, nos oublis, nos rêves, et la sociologie nous apprend que nous ne nous représentons pas le monde de la même manière selon les époques et les cultures, ni même notre niveau économique qui influence notre perception des choses. Petit c. Que peut dire l'autre qui me pense? Si je me représente différemment de la façon dont les autres me perçoivent, qui a raison? Car comme le reprochait Nietzsche à la formule de Descartes « je pense, donc je suis », qui est je? Qu'est-ce que penser? Et on est par rapport à qui ou à quoi, sans oublier que si je suis, c'est aussi parce qu'autrui me pense comme être. Alors maintenant, suite au plan général et au raisonnement, nous passons aux parties suivantes, importantes. Il faut rédiger une conclusion provisoire. Cette conclusion sert à répondre à la question à la fin du raisonnement et pour avoir les idées claires car, et là je mets en gras, je souligne, j'insiste, c'est dans la conclusion qu'on répond à la question et non pas dans le développement. Cela permet aussi de savoir clairement ce à quoi on répond et d'organiser le développement en fonction. Suite à cela, il faut construire l'introduction. Une bonne introduction doit contenir 3 parties. Première partie, une ou deux phrases qui contextualisent et amènent le sujet
par un constat ou une réflexion, mais il faut éviter d'être trop large. Deuxième partie, poser et énoncer très clairement le sujet, quitte à reprendre la formulation de l'énoncé. Troisième partie, annoncer clairement et simplement le plan. Chaque partie du plan énoncé peut éventuellement se finir par une question qui relance la problématique. Passons maintenant aux exemples. Commençons par la conclusion du sujet littéraire. Conclusion. Hormis le point très général de l'aspect historique, l'histoire et l'épopée ont des caractéristiques particulièrement éloignées, voire opposées. Quand l'une se veut objective et précise, l'autre est subjective et cherche à toucher les sentiments. La versification n'est, en outre, plus le propre de l'art poétique, et rien n'empêcherait un historien de choisir une rédaction versifiée. Passons maintenant à l'exemple d'introduction du sujet littéraire. À l'origine des civilisations, le récit historique, chez Homère par exemple, prenait la forme de l'épopée légendaire. Mais avec le développement de la démarche historique, suffit-il de mettre celle-ci en vers pour avoir une épopée? Nous chercherons d'abord à identifier s'il existe des rapprochements, puis des différences entre histoire et épopée. Enfin, nous traiterons du problème de la versification dans cette opposition. Passons maintenant aux exemples de conclusion et d'introduction pour le sujet philosophique. Commençons par la conclusion. Prétendre se connaître est presque impossible. Mais pour ce faire, il n'est pas suffisant de recourir à l'introspection. Il faut aussi considérer tout ce qui échappe à notre conscience, à ce qui nous détermine socialement, culturellement, économiquement, et être aussi ouvert au jugement de l'autre. Mais comme le disait Socrate, s'agit-il réellement de se connaître, plutôt que de savoir se situer par rapport au monde? Maintenant, passons à l'exemple d'introduction. On s'imagine toujours que personne ne peut mieux nous connaître que nous-mêmes, subissant nos pensées, nos perceptions, nos opinions, nos sentiments. Mais dans l'accès subjectif à notre propre subjectivité, est-ce réellement possible? Nous commencerons par définir les notions de moi et de connaissance, puis nous considérerons les moyens d'accès à la connaissance de soi, puis dans quelles limites cet accès s'exerce. Voilà. Une fois ces exemples donnés, et toutes ces étapes passées, la conclusion posée, l'introduction rédigée et le plan détaillé qui suit le raisonnement élaboré, il ne reste plus qu'à remplir les cases par la rédaction et l'exposition des arguments de détail et des références. Premier point. Il faut faire attention à ne mentionner que des arguments dont vous êtes sûr. Si vous pouvez ajouter à ces arguments une petite citation ou une référence, c'est un plus. Deuxième point, ne donnez pas trop d'arguments. Cela peut noyer votre travail. Limitez-vous à 4 maximum par partie du développement. Troisième point, mentionnez les arguments les plus faibles au début et les plus forts à la fin. Faites précéder ou suivre vos arguments d'une phrase d'introduction ou de conclusion qui énumère ou récapitule vos arguments. Enfin, quatrième point, très important, qu'il faut soigner et sur lequel je souligne, pensez systématiquement aux transitions entre vos parties. C'est absolument fondamental. Ensuite, continuons dans la rédaction de notre dissertation. Il faut passer à la rédaction de l'ensemble au brouillon. C'est important. Ne passez pas directement à la rédaction de la copie finale. Cela vous permettra de mieux soigner la forme et, je vous le répète, la forme est absolument centrale dans ce travail. Puis, corrigez le brouillon. N'hésitez pas à supprimer le superflu, les répétitions, ce qui n'est pas clair. Soyez clair, précis, structuré.
Mieux vaut un travail simple et très bien construit, clair, qu'une réflexion profonde, mais abstraite, confuse, mal maîtrisée et mal rédigée. J'insiste à nouveau là-dessus, j'insiste. La forme vous guide. Pensez que la forme vaut pour une part importante de la note, ne l'oubliez pas. Plus vous maîtrisez la forme, plus vous serez clair, lisible, cohérent, apprécié. Avec quelques bons arguments bien introduits, vous devriez fournir une bonne dissertation. Après, l'entraînement fait le reste, et ne négligez pas votre orthographe et votre grammaire. Dernier conseil, pour 3 heures de dissertation, consacrez 1h10 à l'analyse du sujet et à la rédaction du plan, parties les plus importantes. Puis 40 minutes au brouillon, 20 minutes à la correction du brouillon, 40 minutes à la rédaction de la copie finale et à la dernière relecture. Adaptez la proportion de ce temps en fonction du temps total dont vous disposez. La gestion du temps est aussi une caractéristique importante. Il faut apprendre, selon le temps dont vous disposez, à savoir approfondir plus ou moins. Si vous avez 1h30, 2 heures, il ne faudra pas s'attarder à approfondir trop votre sujet et se limiter aux arguments les plus importants. Si vous avez, comme lors du CAPES, de l'agrégation, des dissertations de 6 heures, 8 heures, alors là, évidemment, il faut prendre le temps de développer en conséquence. La gestion du temps, je le répète, entre en compte. Plus vous approfondissez, moins vous avez, ne perdez pas de temps, contentez-vous de l'essentiel. Autre conseil, ne vous répétez pas. Ce que vous avez dit une fois vaut à cet endroit-là. Il est absolument inutile de le reprendre. Équilibrez votre plan. N'ayez pas une partie de votre développement avec 4, 5, 6 arguments et une autre partie de votre développement avec seulement 1 ou 2. Ensuite, ne digressez pas inutilement. Je le répète, soyez clair, allez à l'essentiel, contentez-vous de ce qui est utile. Je le répète, j'insiste, c'est un point très important. Ne répondez à la question que dans la conclusion, pas avant. Ne négligez pas l'analyse du sujet qui vous indique souvent comment répondre et à quel type de dissertation vous avez à faire. Enfin, forme claire égale pensée claire. Gardez ça en tête. Prenez tout ceci en main. Je vous souhaite bonne chance. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils sur un autre sujet. Et si vous pouvez vous abonner, vous recevrez les prochaines vidéos que je ferai et tous les prochains conseils dont je pourrai vous dispenser. À très vite!